Retour aux intégrales impropres avec l'exercice 5, c'est bien écrit. Alors, impropre, ok, mais où? Bah, doublement impropre en fait. Il y a problème en 0 et en 1. Sinon, notre fonction, il n'y a pas de problème sur l'intervalle ouvert 0, 1. Ici. Donc, localement intégrable sur 0, 1, doublement impropre. Et donc, on va séparer en deux l'étude. Une étude en 0, une étude en 1. Alors, en 0, je propose pour séparer de prendre 1/2 comme borne pas impropre. Voilà. Ici. Donc j'ai baptisé cette intégrale I1, elle n'est impropre qu'en 0, et puis j'ai envie de faire un équivalent, il y a plein de polynômes. Alors, le numérateur il est parfait, et ici, 1 moins x en 0, ça vaut à peu près 1. Et donc c'est équivalent à 1. Du coup, votre dénominateur ici il est équivalent à racine de x. Autre manière de voir les choses, donc soit la propriété de la limite finie non nulle, là pour le 1 moins x, il tend vers 1 donc il est équivalent à 1, soit c'est un polynôme et en 0 c'est équivalent au monôme de plus bas degré, donc 1. En tout cas, on arrive à cet équivalent, il me semble, sans difficulté. On n'oublie pas de préciser le signe pour qu'il soit exploitable. Et donc on tombe sur du Riemann qui converge en 0. Riemann usuel convergent en 0. Alpha égale 1/2, inférieur à 1. Et donc, par équivalent de signe constant, notre intégrale I1, elle converge. On va maintenant s'intéresser à l'autre borne impropre, 1. Donc, je m'intéresse à, cette fois, l'intégrale simplement impropre, que j'ai baptisée I2. Intégrale de 1/2 à 1 de ça. Je vous rappelle la combine. Pour avoir vos repères usuels, on va passer de la borne impropre 1 à la borne impropre 0 avec un changement infini. Donc il faut décaler de 1 cette borne, et j'ai choisi le changement de variable t égale 1 moins x. J'aurais pu également faire x moins 1, mais x moins 1, ça me faisait passer dans des négatives. Vous voyez, l'autre borne, 1/2 moins 1, elle devenait négative. Donc j'ai préféré faire 1 moins x. Les changements infinis sont bijectifs, ils sont toujours autorisés. Et donc votre dt ici, c'est moins dx, et vous obtenez une nouvelle intégrale impropre, ici. Mais cette fois, elle a l'avantage d'être impropre en 0. Et le signe moins de votre dt va vous permettre de remettre les choses dans le bon sens. Et du coup, une fois qu'on a fait le changement de variable, on voit qu'on retombe sur l'intégrale de 0 à 1/2, on retombe sur I1 en fait. Donc c'est bon, ce qu'on a fait au départ va fonctionner, et on récupère du convergent. I2 de même nature que I1, donc convergente, et donc I converge. Voilà. Alors dans la deuxième question, on vous suggère un changement de variable, mais attention, il faut justifier l'aspect bijectif pour le faire. Et donc c'est à vous de choisir des intervalles où ce qui est suggéré crée une bijection. Donc moi j'ai posé cette application où j'ai choisi l'intervalle 0π/2 pour θ. J'aurais pu en choisir d'autres, vous voyez, pour que ça soit bijectif. 0,1, c'est l'intervalle finalement créé par les bornes, et je pouvais l'ouvrir, mais ici j'ai choisi de le fermer, parce que ça marche aussi le changement de variable. Donc là, quand je dérive, eh bien, phi', je vois que c'est inférieur ou égal à 0 d'ailleurs, sur 0π/2, et donc, je vais plutôt ouvrir. Là, sur 0π/2 ouvert, c'est strictement négatif, ça me permet d'avoir le strictement décroissant. Alors, même si la dérivée s'annule en un nombre fini de valeurs, ça va rester strictement décroissant. Mais c'est plus simple du coup d'ouvrir. Phi une bijection C1 strictement décroissante, et on peut faire le changement de variable. Donc là, soit j'ouvre l'intervalle, soit je le garde fermé, parce que si c'est strictement décroissant sur l'ouvert, par continuité, ça sera strictement décroissant sur le fermé. Simplement, c'est que j'ai la flemme de le justifier. Donc si je veux vraiment justifier le moins possible, là, je vais décider d'ouvrir. Comme ça. Voilà. Et donc, je fais mon changement de variable. Le reste, ça va être du calcul. On pose le changement de variable. La première chose à faire, c'est le dx.
Donc u carré, 2u' moins 2 sin θ cos θ dθ. Et on fait aussi la correspondance des bornes qui apparaissent déjà dans ma bijection finalement. J'ai déjà montré la convergence, donc je peux vraiment être sereine sur le calcul. I, c'est cette intégrale. Je fais mon changement de variable, je fais la correspondance des bornes. La borne 1, comme c'est strictement décroissant, il y correspondait la borne 0. Et la borne 0, pi sur 2. Et là, j'ai mon signe moins qui vient du dx qui va me permettre de remettre les bornes dans le bon sens. J'ai une racine avec un carré. Je fais attention. Là, racine de u carré, c'est valeur absolue de u. Voilà. Donc là, n'oubliez pas votre valeur absolue, sinon on ne saura pas si vous y avez pensé. J'en ai profité pour ranger les bornes dans le bon sens. 2 fois intégrale de 0 à pi sur 2. J'ai sorti le facteur constant 2. Et là, bien sûr, je veux dégager cette valeur absolue. Il suffit que j'observe que c'est positif cos θ sin θ sur 0 pi sur 2. Donc, valeur absolue d'un positif est égale à lui-même. Je peux dégager. Et j'obtiens finalement une fraction qui se réduit. Il me reste simplement 1. Et donc, i, c'est pi. Puisque l'intégrale de 0 à pi sur 2 du nombre 1, c'est pi sur 2. 2 fois pi sur 2, pi. Voilà pour cette question. On fera la question 6 dans la vidéo suivante.